Salut les petits viewers du XXIe siècle, on se retrouve pour cette deuxième partie du bilan de l'année 2024 en matière de cinéma. On a vu un peu quand même les pires films, les plus grosses merdes de cette année. Il est donc temps de se concentrer maintenant sur les meilleurs films à mon humble avis de l'année 2024. C'est parti. Top numéro 20, Sonic 3. J'avoue qu'on est à peine au premier film de ce top 20 et je suis déjà surpris de fou. C'est-à-dire que de base, la saga Sonic au cinéma, j'en attends rien. Le premier, je l'ai trouvé oubliable mais sympathique. Et le deuxième m'avait quand même assez agacé avec son côté un peu trop cartoonesque enfantin, mais au point où le cabotinage de Jim Carrey me dérangeait. Non, là, j'ai vraiment passé un excellent moment. Genre vraiment, le cabotinage de Jim Carrey était vraiment drôle sans être too much. Il y avait un mélange entre l'humour et le drama qui était assez bien dosé. D'ailleurs, mention spéciale à Jim Carrey qui interprète ici deux personnages, alors pas les deux personnages les plus différents qui soient l'un de l'autre, mais dont le duo fonctionne très bien. Des bonnes références à la licence, des personnages attachants. Ah, et mention spéciale aussi à Shadow, parce que déjà Shadow en VO est doublé par Keanu Reeves, et que j'aime Keanu Reeves. Non mais mention spéciale parce que le personnage de Shadow est intéressant. Des enjeux vraiment clairs et une réalisation qui, sans être excellente, fait au moins le travail. Et ce qui manquait aux deux premiers films qu'on a ici, c'est qu'en plus d'avoir un mélange assez bien foutu entre l'humour et le drame, on a des scènes et des situations assez épiques qui fonctionnent vraiment malgré tout. Pour le coup, j'ai eu vraiment l'impression d'avoir face à moi un vrai film qui était là pour réellement m'apporter quelque chose, qui était là réellement pour me proposer une vraie histoire avec des personnages. J'ai pas eu l'impression d'avoir un film avec juste des références pour les fans de Sonic ou juste avec des blagues pipi caca pour les enfants. Vraiment, non, non. J'ai l'impression d'avoir un film qui fait plaisir aux fans comme aux profanes et aux enfants comme aux adultes. Donc franchement, moi j'ai passé un super moment et j'ai vraiment pris mon pied devant Sonic 3. Donc Sonic 3, grosse surprise, et tout autant que le prochain numéro du top. Top numéro 19, Transformers le commencement. Pareil, j'en attendais rien du tout, mais alors encore moins que Sonic. C'est-à-dire que Sonic, même si le deuxième film m'avait fait chier et que le premier film était pas terrible, bah en soi la licence Sonic me dérange pas, j'ai pas un mauvais feeling avec. Alors que Transformers, absolument tout depuis mon enfance ne me fait pas aimer Transformers. J'ai jamais été fan de bagnole. Les robots géants pareil, les mechas c'est pas mon délire. Et tout ce qu'il y a eu sur Transformers, que ce soit dessin animé ou film, j'ai jamais pu vraiment accrocher. Donc en soi, de base Transformers, j'en ai rien à foutre. Mais là pour le travail, j'ai dû aller voir Transformers le commencement. Et vraiment, mais je me suis surpris à kiffer le film. Mais vraiment. Tout comme Sonic, en fait, c'est la même critique que j'aurais à faire, c'est-à-dire que c'est un film avec des personnages vraiment attachants, avec un mélange d'humour et de drama qui est vraiment bien foutu, avec une réalisation qui est quand même assez efficace, des visuels plutôt marquants pour parfois, de temps en temps, où on nous présente réellement des personnages avec un enjeu et avec une réelle iconisation de ces personnages. Donc en fait, le film réussit à être une vraie œuvre à part entière. Le film réussit sincèrement à nous proposer une réelle histoire qui nous accroche et qui nous amène réellement à prendre un parti pour un personnage ou pour l'autre. Même si, bon, effectivement, il y a un gentil, il y a un méchant, c'est un peu classique, mais en même temps, il faut que ce soit adapté aux grands comme aux petits. La relation entre Optimus Prime et Megatron, enfin les futurs Optimus Prime et Megatron, la relation entre eux est réellement intéressante. On suit vraiment deux personnages qui sont amis, qui vont s'éloigner de l'un de l'autre par rapport à leurs idéaux, et je trouve que la thématique est vraiment bien amenée dans un film pour enfants, faut préciser quand même. Et donc l'évolution des personnages est totalement réussie, l'évolution de leur relation l'est également, et le fait qu'on ait face à nous des personnages qui sont réellement profonds et pas des archétypes rend le tout vraiment appréciable et permet sincèrement d'être embarqué dans l'histoire de ces personnages. C'est peut-être ce qui manquait à mes yeux au reste des films et séries Transformers. Après, on a Bumblebee qui est un personnage humoristique et un comic relief qui est à double tranchant. C'est-à-dire que parfois, moi, je l'ai trouvé absolument hilarant et parfois, je l'ai trouvé insupportable. Donc, vous serez juge. Mais sincèrement, je pense qu'on a face à nous la meilleure adaptation de l'univers Transformers, du moins pour quelqu'un qui n'est pas fan à l'origine de la licence. Vraiment, à tout point de vue, une réussite. J'espère donc, malgré les résultats un peu
mitigé de ce film qu'on aura droit quand même à une suite aux aventures de Optimus Prime, du moins dans cette version, parce que je serais ravi de voir une suite à Transformers le commencement. Top numéro 18. The Fall Guy. Je sais, pour beaucoup de monde, c'est un gros mot de dire qu'on a aimé un film de David Leitch à qui on doit Deadpool 2, Bullet Train, etc. Mais personnellement, The Fall Guy a été une très bonne surprise cette année et un très bon divertissement. C'est un film sincèrement léger, avec des acteurs, tout comme le personnage, qui sont quand même très sympathiques. On a droit à de bonnes références, des scènes d'action qui fonctionnent, de l'humour qui tombe à pic pour moi quasiment à chaque fois. On a quelques caméos qui sont marrants, et quelques petits moments mignons qui font mouche, des petits moments d'amour et de sincérité qui... Bon, c'est du calibré pour Hollywood, mais franchement, quand on est bon public, un minimum, on se laisse emporter par la vague. Non, et le film est vraiment une lettre d'amour au tournage de film et y compris aux cascadeurs qui sont un peu les artistes cachés derrière les acteurs. Donc franchement, c'est un peu le thème du film en partie. Et c'est plutôt réussi, moi je trouve ça personnellement plutôt louable. Petit bémol cependant, j'ai beau aimer Kiss, j'ai beau aimer la chanson I Was Made for Loving You. Elle est sympa dans le film, le remix est cool, mais entendre constamment cette chanson, j'avoue qu'à force ça devenait un peu lassant. Donc voilà, une petite aventure comique sous fond de tournage de film, qui n'est pas le plus grand film de l'année, mais que j'ai su vraiment personnellement apprécier, et qui, selon moi, est un très bon divertissement si vous voulez passer une bonne soirée en amoureux ou en famille. Ryan Gosling, je t'aime. Épouse-moi s'il te plaît. Top numéro 17, Boy Kills World. Grosse surprise que je dois à Boomster parce que je ne connaissais même pas l'existence de ce film. Ce film raconte l'histoire d'un enfant dont la sœur a été enlevée et qui a perdu l'audition, qui veut se venger. C'est un film qui a un pitch de base très simple, un peu à la John Wick. Et on peut se dire, oui, bon, et alors ? Eh bien ce film, dans son fond, n'a que très peu d'originalité et que très peu d'inventivité, mais c'est dans sa forme, c'est dans l'exécution de cette idée qu'il va vraiment apporter une plus-value. C'est-à-dire que le film, il va se placer sur deux axes, le gore et l'humour. Et quasiment à chaque fois, il va faire mouche. C'est-à-dire plutôt que d'essayer d'être à tout prix dans l'originalité, le film va embrasser l'aspect archétypal de son histoire et de ses personnages pour réellement jouer avec. Contrairement à des films d'horreur qu'on a vus dans le flop, où j'ai dit que ça reprenait les archétypes, mais ça n'en faisait rien, ben ici, ça les détourne et ça les utilise pour réellement créer quelque chose d'assez original dans son exécution. On a par exemple le personnage dont on entend uniquement la voix, mais dans sa tête, et vu qu'il ne se rappelle pas de la voix qu'il avait quand il était gamin, maintenant qu'il est adulte, il s'imagine avoir la voix des voix off dans les jeux vidéo qui font « Round 1, combattez !» Donc une voix hyper grave, mais qui colle pas et qui dénote. Du coup, c'est assez drôle d'avoir une voix comme ça qui vous fait toute la narration dans la tête du personnage. On a également une séquence, par exemple, comme on est dans la tête du personnage principal, comme on est dans son esprit. Il y a une séquence où il parle avec quelqu'un, et comme c'est quelqu'un qui lit sur les lèvres pour comprendre ce que disent les autres, la personne d'en face a une barbe, il ne peut pas déceler réellement ce que dit la personne, il essaye de déduire ce qu'il dit, et du coup on a toute une scène comique où il essaie de deviner ce qu'essaye de dire la personne en face, mais du coup ce qu'il entend, enfin ce qu'il déduit, ne veut rien dire. Du coup c'est assez amusant, c'est du comique de situation, mais qui est bien exécuté. Bref, je vais pas vous dire toutes les vannes du film, mais vraiment, c'est bien exécuté et les séquences d'action sont très fun, très jouissives et assez gore. Donc vraiment, si vous aimez les scènes d'action bien filmées, que vous aimez l'humour et que vous aimez quand c'est un petit peu gore, franchement foncez parce que cette histoire de vengeance est assez sympathique. N'attendez pas par contre un film à la Shyamalan qui vous retourne le cerveau, on n'est pas là pour ça ici. Donc comme j'ai dit, une histoire simple mais efficace, de l'humour, du gore, une très bonne mise en scène, de très bons combats. Si vous aimez tout ça et que c'est vraiment le type de film qui vous botte, foncez. Top numéro 16, Comme un lundi. J'avoue que j'ai découvert l'existence du film un peu par hasard. C'est-à-dire que plusieurs employés d'une entreprise sont bloqués dans une boucle temporelle qui recommence à chaque fin de semaine. Donc à chaque fin de semaine, ils revivent la même semaine de travail encore et encore et encore. Et de base, je me suis dit oui, pourquoi pas, ça peut être intéressant, peut-être que ça va être quelque chose d'assez déjà vu, mais en fait, je découvre qu'en fait, ces dernières années, les films de boucle temporelle comme Palm Springs vraiment réussissent à faire quelque chose de ce concept et à proposer du neuf. Et c'est également le cas pour Comme un lundi. C'est-à-dire qu'on commence par un film assez classique, avec un peu d'humour, un peu de
d'aventures légères. Et au fur et à mesure qu'on découvre les personnages, qu'on les exploite et qu'on les développe, initier un attachement à ces personnages. C'est-à-dire que au fur et à mesure, on va découvrir un peu plus en profondeur leur psyché, leur vie, leurs difficultés, et on va vraiment commencer à être impliqué dans ce qu'ils vivent, et on va vraiment vouloir les voir sortir de cette situation. Ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est que le film n'est pas cousu de fil blanc. On ne sait pas où est-ce qu'on va aller. Il y a des moments où on est un peu perdu. On a d'ailleurs une révélation dans le film que je ne vous donnerai pas, mais qui remet en question la perception qu'on a d'un des personnages du film. Personnages qui sont tous absolument savoureux et sympathiques, avec une mention spéciale pour leur patron, le patron de notre équipe de personnages. Je dois admettre qu'il est compliqué d'en dire plus de ce film sans en révéler sur son scénario, sans en révéler sur le développement de ses personnages. Donc je dirais qu'une chose, c'est que c'est un film qui est quand même efficace dans son écriture, qui est efficace dans ses personnages, dans ses acteurs qui sont quand même impliqués. Après, c'est du jeu d'acteur oriental, asiatique. Il faut aimer ce type d'acting, mais vraiment, moi, je l'ai vu en VO et j'ai trouvé le film vraiment convaincant là-dessus. On a un bon rythme, une mise en scène simple mais efficace, de bons personnages et un bon mélange entre humour et drama. J'ai l'impression de dire ça à chaque critique, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En ce moment, là, les films, pour l'instant, ils sont un bon mélange de drama et d'humour. C'est comme ça. Donc, comme elle l'a dit, n'hésitez pas à le voir. Jusqu'à présent, j'ai donné des films quand même qui étaient assez connus du grand public ou plus ou moins populaires. Comme elle l'a dit, c'est un film un peu plus secret, un peu plus obscur. N'hésitez pas à le voir, vraiment à lui donner sa chance. C'est un petit plaisir d'1h30, donc foncez. Top numéro 15, Pauvre créature. Voilà un film féministe. Un vrai film féministe. Pas un film féministe hollywoodien en mode je suis une femme forte et indépendante, voilà, je crache sur les hommes et c'est ma manière et je suis féministe. Non, là on a un vrai film féministe avec un message fort, un personnage qui s'émancipe réellement et vraiment un message pour moi, mais super important pour la femme. Attention, oui, je suis un homme, oh mon Dieu, mais je vais expliquer en quoi, selon moi, c'est le meilleur film féministe que j'ai pu voir depuis très longtemps. Dans ce film complètement barré, on suit un personnage qui a été créé par un homme, joué par Willem Dafoe, qui est excellent dans son rôle. Donc, le cerveau d'un bébé qui était dans le ventre de sa mère, avec donc dans le corps de sa mère. Je sais pas si vous voyez. Cerveau du bébé, le corps de la maman, voilà. Ce personnage joué par une Emma Stone complètement métamorphosée va se développer, va commencer à apprendre en intelligence, va apprendre les choses, etc., etc., et va être promis à un autre homme qui va tomber amoureux d'elle pour des raisons qui, moi, m'échappent, parce que je trouve que tomber amoureux de quelqu'un qui est, à l'heure actuelle, limité réellement dans son développement, on dirait un enfant de 4 ans, je trouve ça un peu dérangeant, mais bon, soit. À la place, elle va suivre un homme qui est un goujat, joué par Mark Ruffalo, et c'est là que ça va devenir réellement intéressant, parce qu'elle va suivre un homme par passion, en découvrant son corps, parce qu'elle va découvrir sa sexualité. Et au fur et à mesure que le film va avancer, je vais pas en dire plus, sinon je vais vraiment spoil la 3/4 du film, elle va découvrir qui elle est, elle va découvrir le monde qui l'entoure, sa sensibilité, elle va découvrir sa sexualité de manière plus ou moins débridée. Et en fait, à aucun moment elle va mépriser les hommes, à aucun moment elle va mépriser le sexe opposé. Non, elle va simplement essayer de comprendre le monde qui l'entoure. Et en fait, elle va prendre sa liberté d'elle-même, sans aucune forme de mépris de l'autre. Et là où d'autres films vont dénoncer la masculinité toxique de manière absolument aberrante, avec des sabots énormes, genre Barbie, avec les hommes, oh mon Dieu, ils aiment les chevaux, ils aiment la muscu, enfin bref, ce genre de conneries. Là, on a une masculinité toxique qui est bien mise en scène et surtout qui est bien interprétée par ces personnages. Le masculinisme ultime étant le personnage de Mark Ruffalo et un autre personnage que je ne vous dévoilerai pas, mais si vous avez vu le film, vous avez vu ce personnage qui arrive vers la fin du film, vous savez très bien duquel je parle. En fait, à différents degrés, tous les hommes du film vont essayer de paternaliser le personnage d'Emma Stone, vont essayer réellement de contrôler sa vie et en étant persuadés, avec plus ou moins de bienveillance, que c'est ce dont elle a besoin. Mais elle seule découvre pendant le film ce dont elle a besoin et ce qu'elle veut réellement. Et là, en fait, ça a été fait d'une certaine manière, ça a été fait avec suffisamment à la fois de subtilité et de sincérité pour qu'on sente réellement une pulsion féministe dans ce film. Comme je l'ai dit, c'est une femme qui prend
sa sexualité et sa vie en main, indépendamment de ce que les hommes ont choisi pour elle. Donc plus féministe pour moi, je vois pas. Mais ici, ce n'est fait avec ni haine ni cynisme. Donc en fait, pour moi, c'est parfait. Tu prends ton message au sérieux et tu l'exploites réellement avec différentes personnes qui sont impliquées dans le projet. Et ça donne quelque chose de génial en fait. On a un film qui a des acteurs qui sont impliqués et talentueux. On a une mise en scène qui est plutôt efficace, sympathique. Je la trouve pas non plus énorme, mais voilà. Par contre, les costumes et les décors sont quand même assez bluffants, assez bien menés. Et tout ce qui est photographie, mise en scène, réalisation, c'est plutôt réussi. Vraiment, on a des moments où je comprends ce que veut dire la mise en scène. Il y a des moments où ça m'a un peu plus échappé, mais on n'a jamais de superflu. Donc voilà, Pauvre créature est vraiment le film féministe pour moi actuel le plus réussi. Donc voilà, même si le mot féministe aujourd'hui peut-être peut vous hisser les poils, j'espère quand même que vous donnerez une chance à ce film qui a réellement un message sincère et réellement appréciable pour mettre en avant les femmes dans cette société, parce que Dieu sait qu'elles le méritent, au même titre que les hommes, et pour le coup, c'est fait ici de manière intelligente, et ça n'oppose pas les gens. Donc donnez sa chance au film, car il est à la fois enchanteur sans être moralisateur. Top numéro 14, Love Lies Bleeding. Ah, c'est le côté années 80. Non, en fait, on a un film qui se passe pendant les années 80, avec un style visuel qui, pour moi, sent bon les années 80. On a une romance entre deux femmes, une bodybuildeuse et une meuf qui gère une salle de bodybuilding. Et Dieu que c'est sympathique. C'est-à-dire que la réalisation efficace nous présente vraiment une œuvre qui est à la fois un mélange entre un film de romance et un thriller policier. Les actrices absolument convaincantes nous offrent des scènes tantôt intimes, tantôt vraiment choquantes. Et on sent une réelle alchimie entre les deux. C'est ça qui pour moi est important. Quand on a un film qui se base sur les relations entre les personnages, il faut que vos acteurs soient vraiment convaincants, et c'est le cas ici. En fait, j'avais vraiment l'impression de voir une espèce de Thelma et Louise moderne. On ajoute à ça le rôle du père, Lou Senior, qui est vraiment dérangeant et flippant, qui est vraiment l'obstacle principal de ce couple dans ce film. En fait, j'ai l'impression de voir dans plusieurs scènes du film vraiment des scènes des films des années 80-90, des scènes, on va dire, classiques, des grands classiques. Et vraiment, ça marche pour moi très très bien. On est loin de l'effet, ce que j'appelle l'effet Stranger Things, c'est-à-dire qu'on a un produit qui est calibré années 2010-2020, mais vu qu'on te met 3 néons et 3 coiffures des années 80, c'est un truc des années 80. Non, là ici, alors on a certes le côté, donc, on va dire plastique, avec vraiment une imagerie pour moi, et surtout un style visuel des personnages qui reflète bien sûr l'époque dans laquelle se passe l'histoire. Mais je trouve que l'écriture des personnages, le rythme du film, etc., je trouve que tous ces éléments-là transpirent également les années 80-90. Et comment parler de Love Lies Bleeding sans parler de la scène finale qui est assez particulière. On a une scène finale complètement étrange et qui nous sort, on va dire, du réalisme du film. Mais je pense que c'est plus métaphorique qu'autre chose. Et une scène d'épilogue qui fonctionne parfaitement dans son style. Donc voilà, Love Lies Bleeding, si vous aimez le culturisme, que vous aimez les histoires d'amour, mais également les films thrillers, vraiment, je vous le conseille. C'est vraiment un film très sympathique dans le genre. Donc n'hésitez pas à lui donner sa chance. Love Lies Bleeding, regardez. Top numéro 13, Furiosa. Malheureusement, il n'est pas plus haut. Je ne fais pas partie de la Zumba Furiosa. C'est-à-dire que j'ai vu tout au long de l'année les gens vraiment encenser le film, dire c'est le film de l'année, oh mon dieu, c'est le blockbuster de fou et tout. Je suis allé voir Furiosa au cinéma en étant un fan de Mad Max, en ayant aimé tous les films, même s'il y a des films clairement en dessous, hein, Le Dôme du Tonnerre, plus de mal. Mais pour dire quoi, je suis un très très grand fan de Fury Road, qui est pour moi le film qui a relancé du coup un peu la dynamique de la saga Mad Max. Et j'ai apprécié Furiosa, mais j'ai l'impression que beaucoup de monde ont été vraiment ignorants, se sont mis vraiment des œillères sur les défauts du film. Donc peut-être que la critique que je vais faire là maintenant va paraître un peu plus négative et va paraître un peu sévère. Mais si c'est le cas, je pense que c'est par rapport au liesse qu'on lui a fait sur ce film, qui pour moi n'était pas mérité. Commençons quand même par le positif. On a un film qui est quand même toujours excellemment réalisé par George Miller. On a des acteurs et des actrices impliqués qui sont convaincants dans leur rôle, et on reconnaît l'univers Mad Max, on y replonge avec plaisir, avec donc comme j'ai dit, une mise en scène qui est fortement réussie.
Maintenant, passons au négatif. Commençons par le rythme du film. Déjà, j'ai eu énormément de problèmes avec le rythme de Furiosa. J'ai trouvé que peut-être que c'est le système de chapitrage qui ne marche pas, mais en fait, enchaîner des chapitres qui durent 5 minutes et des chapitres qui en durent 30, ça aide pas à réellement garder une forme de cohérence dans la structure narrative de ton film, selon moi. Je trouve par ailleurs que lorsqu'on a fini le film et qu'on voit ce que racontait l'histoire de Furiosa avant le film Fury Road, je me demande si c'était réellement pertinent de raconter cette histoire maintenant. Peut-être que si le film avait été réalisé avant Fury Road, et il me semble que c'était ce qui était prévu, le film aurait réellement marché sur moi, mais je trouve que, en fait, j'ai eu beaucoup trop l'impression de voir un préquel prétexte. Essayez de le dire 10 fois vite fait, préquel prétexte. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression d'avoir vu un film qui n'avait pour seule justification que d'expliquer les points mystérieux qu'on n'avait pas sur l'histoire de ce personnage. C'est-à-dire que, oh là là, c'est comme ça qu'elle a perdu sa main. Oh là là, c'est pour ça qu'elle aime bien le personnage de Max. Il fait penser à un autre personnage. Ah là là, c'est comme ça qu'elle en est venue de ce point-là, de là où elle habitait quand elle était petite fille, à travailler pour Immortan Joe. Ah d'accord. J'ai l'impression qu'en fait, on essaie juste de m'expliquer les choses et on a brodé une histoire autour. Et autant dans le film, j'aime beaucoup l'aspect poétique, l'aspect, on va dire, mythique, l'aspect conte de l'histoire qu'on te raconte. Ça rime. Autant la fin du film, qui avait une scène excellente pour raconter comment se termine le destin du grand méchant, joué par Chris Hemsworth, qui est pour moi le meilleur acteur du film, pour une fois. Autant on enchaîne après ça avec une scène pour relier Furiosa et Mad Max Fury Road, qui pour moi était totalement inutile et complètement forcée. D'ailleurs, le générique de fin de Furiosa, c'est rempli de scènes de Fury Road, ce qui, je suis désolé, marque un énorme contraste de qualité entre les deux films. Parce que oui, par exemple, les effets spéciaux de Furiosa, pour moi, soit sont parfois assez convaincants, ça va, il y a des moments où vraiment c'est réussi, mais il y a des moments où je trouve que c'est d'une laideur. Je suis désolé, hein. Je trouve qu'on a défoncé des films moins populaires comme des Marvel pour moins que ça. On a par exemple une scène d'attaque de convoi qui, pour moi, est très bonne en matière de mise en scène, il n'y a pas de souci, mais en termes d'effets visuels, en termes de vraiment de rendu, je trouve ça numérique au possible et je trouve que c'est dégueulasse. Alors je sais pas, ces effets-là, je ne sais pas pourquoi ils ont ce rendu-là, parce que George Miller est quand même habitué à nous donner des films qui sont techniquement impeccables, donc je ne sais pas si c'est un problème de production, un problème de temps, je ne sais pas d'où vient le problème, mais sincèrement, il nous a habitués à tellement mieux que c'est extrêmement décevant à ce niveau-là. Voilà, donc j'ai l'impression que j'ai été un peu sévère sur ce film, mais après, comme j'ai dit, il y a des très bons points. Dire, on reste dans le domaine de Mad Max, un univers que j'adore. Les acteurs sont quand même relativement cool, la mise en scène aussi. Euh, George Miller tente quelque chose de nouveau, et c'est ça que j'ai toujours aimé avec cette saga, c'est qu'il n'y a pas un film Mad Max qui est pareil que le précédent. Donc là, heureusement qu'il y a l'aspect peut-être un peu mythologique pour le personnage de Furiosa, parce que c'est peut-être un peu aussi le problème de ce film, de ce spin-off, de ce préquel, c'est qu'il n'a pas entièrement son identité propre, et qu'en soi, on a un film qui est beaucoup trop dépendant du film précédent. Donc voilà, Furiosa, c'est pour ça qu'il n'est qu'à la 13e place. C'est un film très sympathique que j'ai vraiment aimé, mais qui malheureusement manque d'énormément de choses pour monter plus haut dans le classement. Mais c'était sympa quand même, regardez-le. Top numéro 12, Emilia Pérez. Oui, j'ai fait un accent. Je fais ce que je veux. Emilia Pérez est une comédie musicale qui nous narre l'histoire d'un chef de cartel, d'un chef de gang qui souhaite changer de vie car il s'est toujours senti femme au fond de lui et qui donc change de sexe en changeant de vie et qui donc est protégé par une avocate peu scrupuleuse jouée par Zoe Saldana. Et c'était vraiment sympathique. Étonnamment, pour un film de 2h10, le rythme est plutôt soutenu et plutôt bien foutu et l'évolution de l'histoire s'enchaîne de manière assez fluide avec des chansons sympathiques mais peu marquantes à mes yeux. Les actrices sont toutes, sans exception, vraiment convaincantes. Elles nous livrent des prestations qui, selon moi, méritent d'avoir des nominations aux Oscars comme on a pu le voir récemment. Et les différents personnages ainsi que leur vie s'entremêlent et se croisent à différents moments de l'histoire dans un ballet, on va dire, artistique et musical qui est réellement appréciable. La mise en scène est totalement réussie, qu'il s'agisse de scènes dialoguées ou de scènes musicales où à ce moment-là la caméra est réellement libre et nous offre des séquences réellement marquantes, contrairement aux chansons.
Donc qu'il s'agisse des actrices, des personnages, enfin de l'écriture, de la mise en scène, de la photo, etc. Tout est quand même réussi dans ce film Emilia Pérez. Bon, faut que je dise quand même quelque chose d'un chouïa négatif, parce qu'il le faut, on n'est pas encore dans le top 10. Il y a un point qui m'a quand même fait tiquer dans le film, c'est un moment. Alors le film parle de transition, le film parle de changement de genre, de sexe, de transgenre, etc. Donc à mes yeux, c'est comme le féminisme, j'attends un minimum de subtilité de la part du film, j'attends un minimum de travail, pas que ça tombe dans le cliché facile. Et juste pendant une chanson, on a une séquence où le personnage de Zoé Saldana se retourne vers la caméra et fait « Oui, vous les incompris, vous les personnes qui ne sont pas nées dans le bon corps, oui, nanana, je me bats pour vous, là cette séquence, elle est pour vous !» Là, je suis en mode « Non, ta gueule, c'est bon, ta gueule, là par contre, là tu forces un peu, là !» Donc voilà, c'est le seul petit micro-défaut avec le fait que les chansons sont, à mes yeux, pas assez marquantes, peut-être parce que c'est des chansons un peu latina, et peut-être que c'est le genre musical qui me parle pas trop. Mais voilà, Emilia Pérez, c'était excellent, regardez-le. Vraiment un film sympathique, dont la fin est un peu particulière, mais couillue. C'est ironique. Top numéro 11, Alien Romulus. Oui, je sais, ça va choquer, j'ai mis Alien Romulus dans mon top 20 de l'année, et je sais que c'est pas le cas de beaucoup de monde. Je sais que ce film est quand même assez critiqué sur certains points. Mais putain, c'est du Alien sans Ridley Scott, alors moi je suis content. Non, blague mise à part, j'aime bien Fede Alvarez et je trouve qu'il avait déjà fait un travail assez fou sur la saga Evil Dead, qui est une de mes sagas favorites en termes de cinéma d'horreur. Ici, il nous livre un film qui n'invente rien. On va être d'accord là-dessus sur le point négatif du film. Ce film n'invente rien. Ce film est simplement, pour moi, un bon best-of de tout ce que nous avait offert la saga Alien jusqu'à présent, histoire de faire peut-être un petit bilan et faire un petit concentré de tout ce qu'on a aimé, pour peut-être repartir avec la saga sur de bonnes bases. Là où d'autres films précédents l'avaient beaucoup plus défoncé et massacré. Je vous renvoie d'ailleurs sur les deux hermites critiques sur la saga Alien. Donc même si le film souffre quand même d'un manque d'identité assez certain et avec des références beaucoup trop appuyées, je parle entre autres de certaines répliques ressorties de manière vraiment déplacée et nulle, et du caméo d'un personnage joué par un acteur décédé qui était quand même très très douteux et dont les effets n'étaient pas toujours réussis, mais à ce qui paraît ça s'est amélioré avec les versions maintenant, enfin pas avec la version cinéma mais avec la version VOD. J'ai pas encore vu le film en VOD ni en Blu-ray, donc peut-être que je vous dirai à ce moment-là. Mais le film nous offre quand même des personnages relativement sympathiques. Il nous offre également une mise en scène et une photographie que je trouve très réussie. Les acteurs sont par ailleurs très impliqués dans le film et je trouve quand même que le résultat se ressent. Le xénomorphe en lui-même n'est pas la créature la mieux utilisée de son film, ce qui peut paraître dommage d'un certain point de vue, mais à défaut, c'est pour mettre en avant le facehugger et réellement lui offrir vraiment une place de choix dans le film, ce qui est plutôt louable. Je trouve que c'est au moins un minimum original, et pour un film dont on critique le fait de ne pas prendre de risques et de réellement de pas avoir d'identité, c'est au moins un élément original qui fait que j'apprécie ce film. Et on a un climax peu original, mais avec une créature qui, dans le concept, est déjà vue, mais dans l'exécution, mais dans le visuel, rend vraiment quand même très très bien. On a un film qui mélange parfaitement les effets spéciaux pratiques et les effets spéciaux numériques, et qui, étrangement, s'accorde plutôt bien dans la saga originale, tout en ayant quand même quelques liens avec les films récents de Ridley Scott, ce qui est quand même plutôt couillu, ce qui n'était pas évident au premier abord. Malheureusement, les défauts que j'ai évoqués précédemment l'empêchent d'intégrer le top 10. Après, j'attendais énormément ce film, donc peut-être que mes attentes n'ont pas été... le film de base n'a pas été à la hauteur de mes attentes. Mais voilà, ça reste quand même un très bon best-of de la saga. Peut-être une bonne entrée en matière pour les gens qui ne connaissaient pas la saga et sont vraiment allergiques aux vieux films, même si bon, je trouve ça extrêmement dommage. Mais dans tous les cas, voilà, on a un film qui est un bon pêle-mêle de la saga. Donc voilà, Fede Alvarez est maintenant sur une suite, sur un autre film Alien. Un bon pêle-mêle, un bon best-of pour ce film-là, j'accepte. J'attends par contre que le prochain film qu'il fera sur la saga Alien soit d'un autre niveau et qu'il nous propose de nouvelles choses, de belles choses pour cette saga qui est une de mes préférées. Top numéro 10, un petit truc en plus. Oui, je sais, je crois que c'est devenu de bon ton, j'ai cru voir sur les réseaux sociaux de défoncer le film depuis ces dernières semaines. J'ai adoré un petit truc en plus. Un film qui arrive à mettre en avant le handicap sans faire du misérabilisme, ce qui pour moi pourtant est là comme la spécialité du cinéma français, hein. Faire genre qu'on est généreux alors qu'on est en train de réellement sortir les violons face à une situation.
Donc réellement, c'est quand même assez frais. Les acteurs mis en avant qui sont porteurs de handicap sont réellement sympathiques, nous offrent des moments aussi drôles que touchants, tout comme les acteurs valides. Alors attention, ce n'est pas le film de l'année, on n'est pas sur un film qui a une réalisation hors pair, une imagerie de fou, des séquences de cinéma à couper le souffle. Et ma grande appréciation du film tient peut-être aussi du milieu professionnel dans lequel j'évolue. Mais réellement, un petit truc en plus m'a transporté, m'a fait rire, m'a attendri, m'a vraiment fait vivre un moment d'implication émotionnelle assez intense. Et je ne pouvais décemment pas le mettre hors de mon top 10 de l'année. Et en soi, je pense que c'est aussi ça le cinéma, c'est aussi dire les films qui nous ont permis de ressentir des émotions fortes. Et ce film-là, sans être un grand film de cinéma, m'a fait ressentir ces émotions grâce à son projet, à son histoire, grâce à ses personnages, à ses séquences. Donc vraiment un très bon film pour le public, pour le grand public. Et je vous le conseille. Top numéro 9, le robot sauvage. J'aurais pu mettre Flo à la place du robot sauvage, j'avoue que j'ai un peu hésité entre les deux, mais sincèrement, le robot sauvage m'a fait ressentir beaucoup plus d'émotions, donc c'est pour ça que j'ai mis ce film-là à la place. Mais regardez aussi Flo, il est très bien. On est face à un véritable conte, mêlant nature et mécanique, et parlant de maternité, parlant d'entraide, parlant d'opposition entre plusieurs personnes qui n'ont pas la même mentalité, qui n'ont pas la même façon de vivre. On parle donc de grandir, de coexister, et c'est fait avec le génie dont DreamWorks peut faire preuve suivant les projets sur lesquels on les met. On a donc de l'émotion, de l'épique, de l'humour, le tout manié avec dextérité, donc pour nous proposer un cocktail réussi, vraiment de personnages hauts en couleur et de situations aussi fortes que rocambolesques. En fait, on est face à ce que les films d'animation peuvent nous offrir de mieux, du moins les films d'animation occidentaux, donc les grands Pixar ou les grands DreamWorks. Et j'ai l'impression que là, on est dans la période où vraiment DreamWorks réussit à renaître de ses cendres et à proposer vraiment des films de fou. Depuis que j'ai commencé à faire les top flops, j'ai l'impression qu'il n'y a pas une année où il n'y a pas un film DreamWorks dans mon top. Et ce film ne déroge pas à la règle, vraiment. Comment dire, ce petit robot échoué sur une île remplie d'animaux qui va donc se fondre dans la masse, faire preuve à l'hostilité de ces animaux pour à la fin se faire accepter en essayant de leur apporter de l'aide et entre autres en faisant grandir une petite créature pour lui permettre de prendre son envol. Non, vraiment, le principe de maternité est assez beau dans ce film. Donc vraiment, un film sur la différence, sur l'acceptation, la cohésion et le travail de parents. Donc vraiment, un excellent film touchant. Vous pouvez le voir vous pouvez le voir avec vos enfants. C'est vraiment un film qui fonctionne pour toute la famille. Et c'est un excellent film que je ne saurais que trop vous conseiller. Top numéro 8. Il reste encore demain. Pareil, c'est un film en fait dont je n'attendais rien à l'origine parce qu'en fait on m'avait juste conseillé de le voir. Donc je me suis dit pourquoi pas, je ne m'étais même pas renseigné sur ce dont parlait le film. Et on a droit au deuxième film féministe du top. Voilà, quand même, pas mal. Parce que vraiment, on a un film devant nous qui nous présente des situations, certes fictionnelles, mais qui sont retrouvées à pelleter dans la réalité, en fait. C'est-à-dire que le film se passe en Italie dans les années... que je dise pas de bêtises... dans les années 40, voilà, je dis pas de bêtises quand même. On a un film qui se passe dans les années 40 avec une femme italienne qui gère sa famille avec son mari qui abuse d'elle, ses enfants qui ne la considèrent que très peu, et avec donc son beau-père, le vieil homme qui vit avec eux, vraiment donc dans une Italie sous fond de libération. Et si vous êtes renseigné un peu sur le monde italien après la Seconde Guerre mondiale et surtout le cinéma italien de cette époque-là, c'était pas fameux non plus. Enfin, c'était pas extrêmement richissime. Et donc on a face à nous une femme totalement séquestrée, une femme totalement empêtrée dans une relation toxique face à un homme complètement patriarcal. Et ce film est donc une ode à la liberté, une ode à se libérer de la maltraitance physique et maltraitance morale. Et on voit tout ça à travers les yeux donc de la mère de famille, mais également de sa relation avec sa fille, qui va donc pouvoir vivre sa vie, se marier, et elle également se libérer de ce cocon toxique. Le tout sous fond d'une Italie qui, je crois, est en passe de faire
de faire passer le vote pour les femmes. Donc, encore une fois, un autre aspect féministe, vraiment qui sert le film et qui n'est pas gratuit, qui n'est pas grossier et vraiment tape à l'œil, on va le dire les termes. C'est donc un récit réussi, avec une mise en scène vraiment, pour moi, rappelant les vieux films, mettant en avant des acteurs et des actrices extrêmement convaincants qui interprètent des personnages toujours, mais à la pointe de la réussite. C'est-à-dire qu'on a des personnages qu'on adore adorer et qu'on adore détester. Vraiment, tous remplissent leur rôle à la perfection. Donc si vous cherchez encore une fois du cinéma réellement beau, du cinéma réellement avec des thématiques profondes qu'il s'approprie et non pas qu'il fait semblant de défendre et qui réellement montre des valeurs qui pour moi sont importantes, regardez Il reste encore demain. Parce que vraiment, ce film-là et Pauvre créature sont pour moi les deux films qui représentent le mieux le féminisme à l'heure actuelle. Pour moi, on est clairement à 10 000 au-dessus des films nous présentant des soi-disant femmes fortes qui ne sont en réalité que des arguments de vente pour essayer de suivre la tendance actuelle, la tendance sociale. Non, là on a un film qui réellement veut vous raconter quelque chose et qui réellement se fout pas de votre gueule. Donc vraiment, allez voir Il reste encore demain, je ne vois pas beaucoup de monde en parler, foncez. Top numéro 7, The Bike Riders. Ce film tiré de faits réels nous présente le témoignage d'une femme qui a fréquenté avec son homme pendant très longtemps un gang de bikers. Donc c'est tiré d'une histoire vraie, c'est tiré d'un roman qui en parle. Et c'est assez cool. Franchement, c'est vraiment très très bon. Bon, en même temps, dans le film, on retrouve Jodie Comer, Tom Hardy, Austin Butler, Michael Shannon. Donc déjà, niveau acting, on est quand même sur un petit casting 5 étoiles qui fait vraiment plaisir. Mais on a également une mise en scène vraiment, vraiment aux petits oignons avec une réalisation et une photo qui, pour moi, ne casse pas non plus des briques, mais pour moi, s'inclut réellement parfaitement dans l'univers qu'il veut nous dépeindre. Le film alterne entre séquences de tranches de vie et moments destinés à faire évoluer ses personnages et leurs relations. Et ce film a réellement su me transporter vraiment. En fait, ce film dure 2 heures et les 2 heures passent à une vitesse folle. Et moi, ce qui m'a terminé de me convaincre que ce film m'avait vraiment marqué, c'était vraiment qu'au bout des 2 heures de film, j'avais qu'une envie, c'est de les rejoindre sur la route avec eux. Non, blague mise à part, vraiment, on a un panel de personnages assez haut en couleur qui tous ont leur personnalité, tous auront leur évolution. Et ce qui est intéressant, c'est de voir à la fois le gang en lui-même et les personnages, qu'est-ce qui leur arrive et qu'est-ce qu'ils adviennent entre le début et la fin du film. Donc en soi, c'est un film qui fonctionne principalement sur ces personnages, sur leurs relations et sur vraiment la nature du club dans lequel ils évoluent. Et c'est réellement là que la magie va se produire. Étant donné que je ne pourrais pas vous en dire plus sans vous spoil le film, je ne saurais que trop vous conseiller de le voir parce que vraiment, The Bike Riders, c'est un film qui est un peu passé sous silence cette année, mais je trouve que c'est vraiment une petite pépite, surtout quand vous aimez les histoires de gangs, de motards, etc. Si par exemple vous avez aimé la série Sons of Anarchy, c'est vraiment le genre de projet qui, je pense, pourrait vous plaire. Donc regardez-le vraiment, un véritable voyage dans cette Amérique de ces années-là. Top numéro 6, Le Cercle des Neiges. C'est le premier film qui a rejoint mon top de l'année et il n'en a pas bougé du top 10. Et c'est ça qui me faisait rire, c'est que ce film est arrivé dans mon top 10 le 4 janvier. Enfin, le film est sorti le 4 janvier, bim, top 10. c'est vraiment... c'était un film qui m'a vraiment, mais qui poignant au possible. Pour ceux qui ne savent pas, donc c'est un film sorti sur Netflix et réalisé par Juan Antonio Bayona, qui a fait entre autres le deuxième Jurassic World. Ce film raconte l'histoire d'un avion qui s'est crashé avec ses passagers dans la cordillère des Andes et dont la plupart ont survécu. Enfin, du moins, il y en a un nombre non négligeable. Le problème, c'est que c'est un endroit où, bonne chance pour te retrouver, t'es dans la merde. Et donc, c'est en plein hiver, sous la neige et sous le froid. Et on va suivre donc ce groupe qui, au cours de cette période, va se réduire. Les gens vont mourir. Ils vont tenter, tant bien que mal, d'essayer de retrouver du secours, d'essayer de se faire retrouver et d'essayer de survivre. Et donc, cette survie va peut-être passer par le fait qu'il faut se nourrir. Et il n'y a pas beaucoup de piafs dans le coin. Vous l'aurez donc compris, ce film est assez dérangeant là-dessus. On est vraiment sur un groupe pour lequel on a énormément de peine. Vraiment, on veut voir ces personnages survivre avec le temps. Et comme le film respecte la réalité, tous ne s'en sortent pas. Et bien sûr, tous sont cités. Toutes les personnes sont annoncées. On annonce d'ailleurs qui est qui.
et à quel âge, s'il meurt, à quel âge il est mort, etc. C'est assez flippant, au fur et à mesure on découvre un peu toutes ces informations-là, et ça a de quoi glacer le sang, sans mauvais jeu de mots. La réalisation est efficace et les décors sont fabuleux. Ce qui est assez dingue, c'est que, en fait, pour ce qui est de ces montagnes, on y voit à la fois l'aspect plutôt beau, plutôt majestueux, mais à la fois l'aspect terrifiant et mortel. Et c'est pour moi ce qui fonctionne le plus dans un décor comme celui-ci qu'on doit mettre en scène. On est donc accroché pour voir ces personnages en espérant les voir survivre. Vraiment, c'est une tension qui fonctionne du début à la fin, je trouve, étant donné que eh bien, aucun personnage n'est vraiment épargné. On n'est pas en mode on suit le personnage principal et on sait, vu que c'est le perso principal, qu'il va survivre. On est loin de ce compte-là, vous inquiétez pas. Vraiment, c'est assez bien fait. J'aurais par contre un petit bémol à donner, c'est-à-dire que cette histoire, une fois que potentiellement une partie des survivants a été sauvée, il y a eu cette affaire donc qui a été relayée par les médias, et des gens ont quand même souffert de cette affaire. On a quand même eu un battage médiatique assez important, et parfois un battage médiatique négatif, vraiment, où on a jugé ces personnes-là. Et je trouve que c'est dommage de ne pas avoir exploité cette partie-là de l'histoire. C'est-à-dire que le film fait genre 2h20 et quelques, et on a genre juste les 5 minutes à la fin où ils sont sauvés, et on voit qu'on prend soin d'eux, mais qu'eux ils sont encore traumatisés. Je pense qu'étant donné le rythme du film, on aurait peut-être pu enlever 10-15 minutes de survie dans la neige. On aurait pu peut-être réduire un peu cette partie-là, pour rajouter 10-15 minutes où ils sont, je sais pas, interviewés, où ils sont jugés par les gens. Vraiment, on voit que les journalistes les jugent, et où eux sont outrés en disant mais il fallait qu'on survive, etc., etc. Je trouve que c'est un petit élément que j'aurais aimé voir dans le film et qui manque. Mais bon, attention, là on est dans l'ordre du détail, c'est moi qui essaie de peut-être trouver la petite bête qui m'a gêné dans le film. Mais sincèrement, c'est un excellent film disponible sur Netflix. Je vous conseille de le voir, parce que vraiment, si vous aimez ce genre de film, ce genre d'histoire, si ça vous intéresse, foncez, n'hésitez pas un seul instant. On entre donc dans le top 5, c'est-à-dire les 5 films que j'ai préférés, pour moi les 5 meilleurs films de l'année. Top numéro 5, Iron Claw. Ce film est une putain de merveille. Bon, ce sera le dernier film biopic de la vidéo, je vous le promets. Après, ce sera que de la fiction, enfin, que du 100% fiction. Ici, on suit pendant ce biopic une famille de catcheurs dont je ne connaissais pas l'histoire, mais dont mes amis m'avaient déjà parlé. Et donc cette famille qui va avoir un triste sort, un destin assez tragique. Je ne vais pas vous en dire plus sur cette affaire-là, je ne vais pas non plus vous spoiler l'histoire, mais on suit donc 4 frères qui ont grandi élevés par un père autoritaire et absolument imbuvable, qui va vraiment vouloir que ce soit les meilleurs catcheurs du monde et qui va vouloir les voir s'élever au maximum de ce domaine. Le film ne s'arrête pas au domaine du catch, donc si vous n'êtes pas fan de catch, ne vous inquiétez pas, ça n'est pas un frein pour apprécier l'histoire, parce que le film utilise le catch comme toile de fond pour réellement présenter ces personnages, pour réellement présenter ces 4 frères, l'évolution qu'ils ont et l'évolution de leurs relations. Le film possède une photographie absolument magnifique. Moi, personnellement, j'ai trouvé le visuel du film absolument enchanteur. Et les acteurs, Zac Efron en tête, ça m'a étonné, sont absolument bouleversants, sont absolument saisissants dans leur rôle. Je m'attendais pas à un jour dire que Zac Efron est majestueux dans un film, mais c'est le cas ici. On a donc un film sur l'héritage, un film sur la fraternité, sur la famille, et ici c'est absolument marquant. Vraiment, il n'y a pas d'autre mot. Le film arrive tellement à nous impliquer dans son histoire que réellement il y a des séquences où on a envie de sauter de joie, et des séquences tristes, que je ne vous spoilerai pas, où on est à 2 doigts nous-mêmes d'avoir envie de chialer pour le personnage principal. Donc vraiment, un film saisissant et intimiste comme on n'en voit pas assez dans le cinéma aujourd'hui. Donc je vous en prie, même si vous n'aimez pas le catch, que c'est pas votre tasse de thé, n'hésitez pas à foncer voir ce film. Comme j'ai dit, avant tout, avant d'être un film sur du catch, c'est un film sur la famille, sur la transmission, sur l'héritage, sur la fraternité. Et si c'est des thèmes qui vous parlent, foncez. Top numéro 4, Le Comte de Monte Cristo. Alors je sais, pour ce film, il y a 2 équipes. Il y a ceux qui ont adoré absolument le film et ceux qui l'ont défoncé. Désolé, je fais partie de la première équipe. Parce que Dieu que le cinéma français manque de ce genre de film, réellement. On a un film qui a tout pour réussir. Des décors fabuleux, des acteurs mais géniaux, entre Pierre Ninet, Laurent Lafitte et tous les autres acteurs, désolé, j'ai pas retenu tous les noms. Le film a un rythme vraiment réussi et a vraiment des décors merveilleux.
La réalisation est tout bonnement appréciable. Alors attention, on n'est pas sur une réalisation qui révolutionne le genre, mais clairement, ça fait clairement le café, avec un petit bémol, quand même. On va donner un petit point négatif qui, moi, m'a marqué sur le film. Le film utilise beaucoup trop de transitions fond noir. C'est-à-dire qu'on a beaucoup trop de séquences avec fond noir et marqué, je sais pas, Paris 5 ans plus tard. Alors que bon, au niveau mise en scène, on aurait pu un minimum faire preuve d'inventivité. Ça, c'est vraiment, pour moi, le gros point noir du film. Par exemple, quand Edmond Dantès est enfermé à la prison du Château d'If, bah, je sais pas, tu peux dire Marseille 3 ans plus tard, mais sans un fond noir, tu mets, je sais pas, un plan de drone vu de l'extérieur, vu de loin, du Château d'If, peut-être un petit panoramique ou un petit mouvement de caméra, je sais pas, quelque chose. Vraiment, parce que là, le fond noir avec marqué machin 5 ans plus tard, et directement on est à l'intérieur de la prison, ça donne l'impression que vous aviez juste plus de budget pour faire des plans extérieurs, mais c'est dommage. Donc voilà, c'est une histoire classique, le Comte de Monte Cristo, on a déjà eu plusieurs films sur cette histoire, mais cette version n'a rien à envier aux autres. Je trouve vraiment que c'est une version récente qui permet peut-être d'amener, on va dire, un nouveau public à ce classique de la littérature. Je vais pas vous faire l'affront de vous analyser le film, de vous analyser réellement les thématiques de l'histoire, hein, les histoires d'amour, histoires de vengeance, etc., etc. C'est un classique qui, pour moi, est réussi, servi par une réal et une photo bien foutues, des décors et des costumes merveilleux, des acteurs impliqués au possible, et des actrices aussi, excusez-moi. Donc, sincèrement, si vous ne l'avez pas encore vu, foncez voir le Comte de Monte Cristo, c'est un très bon film. Top numéro 3, Le roman de Jim. Film que j'ai découvert sur le tard à la fin de l'année, et j'avoue que je m'attendais pas à ce qu'il y ait un film qui bouscule mon top 10 à ce moment-là. À ce moment-là, Le Comte de Monte Cristo est dans mon top 3. Le roman de Jim. Alors, comment expliquer ce film ? Ce film suit la vie d'un homme. Un homme qui va découvrir l'amour, qui va découvrir la paternité, mais pas comme on l'imagine, qui va découvrir l'abandon, la solitude, qui va enchaîner les blessures que la vie va lui infliger, mais également le renouveau, les récompenses. Sans trop spoiler le film, je dirais qu'en fait, on suit les désillusions professionnelles et amoureuses d'un homme qui va finir par rencontrer une personne, une femme qui est déjà enceinte, et avec qui il va nouer une réelle relation. Mais la plus belle relation qu'il va nouer, ça va être avec l'enfant qui va naître, dont il va être le père, et réellement qu'il va élever avec un amour indescriptible, jusqu'au jour où le père biologique de cet enfant débarque. Voilà, je vais pas en dire plus, je vais pas plus spoiler l'histoire. Le film, objectivement, n'est pas le meilleur film de l'année, hein. Je pense que c'est un film que j'ai mis plus bas, objectivement, peut-être mériterait une place au-dessus de ce film, mais ce film m'a énormément marqué. Ce film m'a énormément touché. Cette histoire d'un homme qui tombe amoureux, mais surtout qui a une relation paternelle assez forte et un amour indescriptible pour son enfant. Cette histoire m'a énormément touché, m'a fait pleurer. Sûrement parce que les acteurs et actrices nous transportent dans l'histoire, mais réellement, ce film a beau être relativement prévisible sur la fin en plus. J'ai réellement été bouleversé par cette histoire. Je pense aussi que le fait que j'ai découvert ce film dans un moment de ma vie où j'étais personnellement en phase de déception amoureuse, ça a dû peut-être jouer sur le fait que du coup j'étais assez en phase avec le personnage, ses motivations et son ressenti. Donc ça a peut-être dû décupler mes réactions face à cette histoire, mais réellement c'est un film qui moi m'a marqué et m'a vraiment dont les thématiques m'ont fortement interpellé. Donc le roman de Jim, regardez-le vraiment, essayez de le voir le plus vite possible parce que c'est une merveille. Top numéro 2, Dune, deuxième partie. Je sais que c'était prévisible. Alors c'est prévisible qu'ils soient en top 2, pas en top 1. Parce qu'à la base, je pense que beaucoup de gens auraient peut-être dit que ça aurait fini top 1 pour moi. Mais vraiment, Dune. Comment dire, Denis Villeneuve est en train de nous offrir, selon moi, le nouveau Seigneur des Anneaux de cette époque. C'est-à-dire qu'on a eu le Seigneur des Anneaux il y a 20 ans, et depuis on n'a pas eu deux grandes sagas littéraires adaptées de manière aussi réussie. Non, ici, la réalisation est magnifique, la photographie, je vais même pas en parler. Les acteurs, ça dépend. C'est-à-dire qu'en fait, étant donné que Dune est une histoire où les personnages n'ont que très peu d'émotions, les acteurs se doivent également de ne pas en avoir à l'excès. Donc c'est assez particulier, c'est assez déstabilisant peut-être. Mais je dirais pas que du coup les acteurs jouent mal, juste que c'est un jeu adapté à l'histoire qui est présentée.
La BO de Hans Zimmer est tout aussi incroyable. Et l'histoire qui nous est présentée est toujours aussi sympathique. Une histoire d'élus de la prophétie comme tous les putains de monomythes qu'on peut retrouver, les Harry Potter, Seigneur des Anneaux, Star Wars, etc. Mais cette fois-ci qui est détournée pour nous offrir une vision du Messie, une vision du Sauveur qui est totalement déconstruite au profit d'une critique du totalitarisme et vraiment de l'utilisation des croyances d'autrui pour ses propres desseins. D'ailleurs, les quelques petits bémols que j'avais à donner par rapport à la première partie, au premier opus, sur les questions de rythme et de personnages, ont été ici totalement balayés. Donc, étant donné qu'on est sur la deuxième partie d'un seul et même bouquin, peut-être que du coup les enjeux étaient suffisamment installés pour avoir un film plus fluide, un film moins bouffi, moins chargé. D'ailleurs, quelque chose qui avait beaucoup dérangé certaines personnes, c'était le combat final du film, le duel final, qui, contrairement à ce que pouvaient attendre les gens, était beaucoup plus intimiste et beaucoup plus décevant pour eux. Je pense que le fait que ce combat est un peu décevant vient du fait qu'on veut décevoir le spectateur de voir le héros gagner, étant donné le destin qu'attend notre héros, le destin qui n'est pas celui d'un personnage à glorifier en fait justement. Donc peut-être que le but était de nous décevoir du résultat du match, ou de nous montrer que ce ne sont que deux hommes qui s'affrontent. Mais dans tous les cas, je trouve que avoir pris ce parti-là était réellement intéressant et courageux. Donc moi personnellement, j'ai été content de ce qui a été fait à ce moment-là. Donc voilà, j'ai adoré d'une deuxième partie et j'ai réellement hâte de voir Denis Villeneuve revenir avec le deuxième roman pour finir sa trilogie avec donc Dune Messia. Et donc le top 1, le film que j'ai préféré cette année, top numéro 1, The Substance. Comment ça aurait pu en être autrement? Du body horror fait par une réalisatrice française, nous montrant une actrice et une star de la télé vieillir et ne pas accepter la vision de l'homme sur son corps. Décidément, beaucoup de films féministes installés dans mon top. Le body horror fonctionne parfaitement. Ce personnage qui décide d'avoir recours aux méthodes les plus extrêmes pour essayer de quelque part vivre une seconde jeunesse et ne pas être périmé à travers du coup ces deux actrices qui sont merveilleuses et convaincantes au possible. D'ailleurs, ça me choque qu'elles ne soient pas toutes les deux aux Oscars. Il y a des séquences absolument écœurantes, et pas que pour des questions de body horror, hein. Il y a une séquence, entre autres, de cuisine et de bouffe. Je vous jure que j'ai plus eu envie de manger après ça. Non, vraiment, c'était convaincant au possible. Donc, les prothèses, les costumes sont absolument oufissimes. Qu'il s'agisse des effets de vieillissement ou qu'il s'agisse d'une créature à la fin du film qui est absolument horrible, mais dans le bon sens du terme. Non, vraiment, le film réussit à peu près tout ce qu'il entreprend. En fait, ce que j'aime pas, c'est que pareil, ce film, étant donné qu'il a réussi, qu'il a eu du succès, comme Dune, comme Le Comte de Monte Cristo, il y a bien sûr eu une vague, bien sûr, de gens qui ont voulu le bâcher, peut-être pour se sentir important, ou peut-être parce qu'ils n'ont pas apprécié le film, et que, si moi je l'apprécie pas, personne ne devrait l'apprécier. Mais vraiment, je ne comprends pas la haine qu'a pu se prendre à un moment ce film. Oui, c'est simple, mais c'est efficace. La réalisation n'est pas renversante, mais elle est efficace pour traiter son propos. Les actrices sont aux petits oignons. Les costumes sont géniaux. Oui, la thématique du film, les messages du film ne sont pas hyper complexes à chercher et tout, mais pour ce que ça veut raconter, c'est très bien. Sincèrement, The Substance était vraiment la claque de l'année. Le film que je n'attendais pas spécialement, dont je ne connaissais pas l'existence, et dès que j'ai appris son existence, j'ai foncé et j'ai pris un pied pas possible. Donc si vous aimez le body horror, si vous aimez les films comme The Thing de Carpenter, La Mouche de Cronenberg, etc., foncez. Si vous aimez l'horreur, foncez. Ça va être vraiment une claque pour vous, un gros kiff du moins, et ça a été mon cas. Donc voilà, c'était mon top 1 de l'année. Cette vidéo touche à présent à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que ce top ne vous aura pas semblé trop honteux. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à donner votre avis en commentaire, que ce soit sur les films qui sont dans mon top, mais également votre top à vous, votre top de l'année 2024 en matière de cinéma. On se retrouve cette année pour plusieurs projets qui, j'espère, verront le jour très très vite. Maintenant, j'évite de faire beaucoup trop d'annonces parce que, après, si j'arrive pas à les assurer, moi, ça va me faire chier plus qu'autre chose. Tout ce que je peux dire, c'est que certains programmes vont revenir cette année sur la chaîne et qu'il y a quand même plusieurs projets qui sont réellement en cours, des projets qui ne sont pas juste à annoncer, des projets qu'on est réellement en train de produire à l'heure actuelle. Donc, il y a quand même des choses assez cool et assez importantes qui arrivent sur la chaîne et j'espère que vous les apprécierez. Il ne me reste plus qu'à vous dire merci d'avoir vu cette vidéo. C'était Crazy Bunch Studio. Salut tout le monde.